Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation sobrement intitulée Penser son infrastructure comme du code. On va commencer tout de suite et hop là, très rapidement par vous demander un peu qui vous êtes, quels sont vos profils. Donc moi, ça m'intéresse toujours, quand je fais ce genre de présentation, surtout que je suis un peu au monde du DevOps, un peu différents domaines, de savoir qui est dans la salle et à qui je m'adresse. Donc la première question que je vais vous poser, on va faire un peu à main levée, un peu un sondage, c'est combien il y a de devs ou qui se décrivent comme étant du dev dans la salle? Oh mon Dieu. Bon, ok. Bon, alors maintenant, combien il y a d'ops? Ok, les mecs, on est en sous-effectif, là, il va falloir s'accrocher. Oui, voilà, parce que moi aussi, je viens du monde des ops à la base. Autre chose que dev ou ops? Boulanger, coiffeur, ce que vous voulez. Ok, quelques-uns, super. Ok, donc on va continuer. Moi, je vais vous demander, ceux qui sont dev et ceux qui sont ops, donc en l'occurrence beaucoup plus les devs, est-ce que vous voulez faire plus que ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est-à-dire que quand on est dev ou quand on est ops, souvent on va se retrouver limité à un domaine d'activité, limité en termes de compétences, limité en termes de responsabilité. Et moi, dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut aller un peu à mi-chemin entre le monde du dev et le monde de l'ops. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle de l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, c'est justement tout l'enjeu de cette présentation et tout l'enjeu dont on parle depuis plusieurs mois et plusieurs années en vérité. Mais l'infrastructure as code, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un terme un peu galvaudé, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. C'est assez compliqué de le définir, et c'est ce qu'on va essayer de faire un peu durant toute cette présentation, définir qu'est-ce que c'est que l'infra as code. Moi, je dirais que l'infra as code, c'est le fait de faire gérer son infrastructure à l'aide d'un formalisme qu'une machine peut lire. On est habitué classiquement à l'infra à le décrire dans des docs d'installation, dans des docs d'architecture, dans des DAT. Qui ne s'est jamais confronté à un document Excel ou un document Word qui fait 40 pages et qui est complètement illisible, le but de l'infra as code, c'est justement de rendre ça complètement lisible par des machines et donc interprétable. L'infra as code, c'est un mouvement qui est arrivé un peu avec l'arrivée du cloud et le monde des API, parce que forcément, quand il y a des API, c'est facilement manipulable nos infrastructures et nos environnements, et notamment le cloud, et l'infra as code permet de faire ça justement. Donc on le relie souvent à tout ce qui est infrastructure as a service, qui est créer des machines virtuelles, créer des load balancers, créer des réseaux. Mais ce n'est pas que ça, en vérité, on peut faire beaucoup plus de choses en tant qu'infra as code. Donc cette présentation s'adresse aux gens qui ne connaissent pas, du tout l'infra as code. Peut-être que dans la salle, il y en a. À main levée, encore une fois. Les gens qui ne connaissent pas du tout l'infra as code? Ok, ça marche. Et on va, dans ce cas-là, essayer de voir un peu ensemble l'infra as code, à quoi ça me sert, est-ce que c'est compliqué, et comment ça va m'aider un peu dans mon quotidien. Mais ça s'adresse également à des gens qui connaissent l'infra as code, toujours à main levée, des gens dans la salle. Ouais, ok, un bon 2/3. Et en quoi est-ce que l'infra as code, ça peut être mieux qu'un script? Et est-ce que c'est bien plus fiable? Est-ce qu'on peut fiabiliser nos déploiements et fiabiliser nos infrastructures à l'aide de l'infra as code? Est-ce qu'on peut automatiser? Et enfin, quelles sont les voies d'innovation? Parce qu'on n'y pense pas, mais ce n'est pas qu'un mode de déploiement, on peut beaucoup innover avec, et ça, je vais essayer de vous le montrer un petit peu. Allons-y. Donc, l'infra as code, dans la salle, qui pratique déjà l'infra as code? Ok, ça marche. Pareil, on sera de bon 2/3. Désolé, je vous fais beaucoup de sondages, ça permet de savoir un peu moi à qui je m'adresse, et ça m'intéresse beaucoup. L'infra as code, pour moi, ce n'est pas un domaine qui est strictement lié au monde du DevOps. Ce n'est pas une affaire de DevOps, en fait, c'est une affaire un peu de tout le monde, parce que quand on est Ops, on va avoir tendance à tout faire à la main, tout faire manuellement. Quand on est Dev, l'infra, ça nous intéresse assez peu, finalement, on va travailler sur les environnements locaux. Mais néanmoins, on peut avoir quelque chose qui est pour tout le monde, parce que peu importe notre métier, peu importe ce qu'on fait, mais on est toujours un peu dev, un peu ops, un peu archi, un peu testeur, un peu ce que vous voulez. Ça fait partie des choses qu'on va tous faire un petit peu, et il n'y a pas de raison qu'on se limite à un simple domaine d'activité. C'est pour ça que pour moi, l'infra as code va aller concerner tout le monde, et vous, peu importe ce que vous faites, vous pouvez déjà en faire à votre niveau. Alors, pourquoi faire? Pourquoi est-ce que l'infra as code, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Moi, j'ai envie de focus sur deux aspects très importants. Le premier aspect, étant ancien Ops et ancien Archi, c'est réduire les docs d'installation. Docs d'installation, quand on est administrateur système ou Ops simplement, c'est une horreur. On reçoit des documents qui font 30 pages, 40 pages, des DEX, des DAT, il faut les dérouler, les découler. C'est vraiment assez infernal. A l'inverse, quand on est Archi, ces documents, il faut les écrire. Donc c'est pas beaucoup mieux, c'est assez difficile. Donc j'ai
lâchement, pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler, on va avoir des docs d'install comme ça, ici à gauche, à dérouler à la main. Ça, c'est un produit open source très connu du grand public, que j'ai volontairement mis en tout petit pour pas que vous puissiez lire ce que c'est, mais c'est un produit qui est très utilisé. Là, c'est une page sur les 27 du truc, parce que j'avais pas de place pour coller les 27 pages. À droite, ça va être un bout de code Terraform qui va faire déployer un projet, et qui, justement, c'est un morceau d'infra as code. Vous verrez que Terraform, moi je suis super fan, et donc vous aurez plein d'exemples liés à Terraform. On ne va pas se tarder sur ce bloc de code Terraform, parce que ça ne vaut pas le coup, mais on va revenir un peu plus tard sur d'autres blocs. Le deuxième aspect qui pour moi est très important, quand je dis pourquoi faire, ça va être de rendre l'installation reproductible. Quand on se met à décrire des docs d'installation, quand on se met à créer des environnements, souvent on va créer un environnement de dev, et on va se dire, c'est facile, pour l'approche je vais être ISO. Ouais, en vérité, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va créer un environnement de dev, un environnement de prod, un environnement d'intégration, et on va les copier-coller avec chacun ses différences. Ça m'embête un peu dans la logique, parce que ça veut dire qu'on va faire le travail N fois. L'infra as code va nous permettre justement de résoudre ces problèmes-là, en faisant en sorte de variabiliser nos déploiements de manière assez efficace. Et par exemple, là, encore une fois, un bout de code Terraform. Donc un bout de code Terraform qui va créer un bucket sur Google Cloud. Et ce bucket, on va le variabiliser à l'aide d'une variable qui s'appelle un workspace. Donc on en reviendra un peu plus tard, mais ça permet justement d'avoir des déploiements qui peuvent être facilement reproductibles et facilement duplicables, et à l'aide justement de certains outils, en l'occurrence Terraform. Ça peut varier. OK. On peut faire beaucoup de choses avec Terraform. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus de est-ce que c'est compliqué l'infra as code? Parce que quand même, ça nécessite des compétences qui sont un peu différentes de ceux auxquelles on peut être habitué. Et souvent, on se dit, c'est compliqué, c'est une chose à apprendre, c'est une nouvelle pratique, comment est-ce qu'on peut faire? L'infra as code, je vais vous révéler quelque chose, mais en fait, non, c'est pas compliqué. Vous êtes convaincu? Vraiment? Ok, non, en vérité, c'est pas compliqué, mais il dirait qu'il y a de nouvelles pratiques et de nouvelles choses qu'il faut prendre en compte. Parce que, comme dire, si je suis administrateur système Linux par exemple, je peux faire du cloud facilement, oui et non. En vérité, les choses se transfèrent, mais pas tout à fait. Et c'est pareil pour l'infra as code. C'est pas compliqué, mais néanmoins, il y a un peu de nouvelles pratiques à comprendre, une nouvelle façon de penser son infrastructure as code. Yes, youpi, vous allez voir un truc pour ça. Il y a un nouveau langage qui peut être nécessaire d'apprendre. Et justement, moi j'ai envie de vous parler un peu de la manière dont on va pouvoir faire de l'infra as code. Parce qu'en fait, il n'y a pas une manière. Je vous ai montré de Terraform, mais ce n'est pas la seule manière. Maintenant, petit sondage, ce coup-ci pas à main levée, mais à haute voix. J'ai envie de vous montrer un peu différentes manières de faire de l'infra as code et de vous demander ce que vous avez réussi à deviner un peu quel type d'outil ou de langage ou de mécanisme est-ce que je vais utiliser. Bon, alors là, c'est facile. Tous en cœur, qu'est-ce que c'est? Yeah, Terraform, exactement. Donc là, on retrouve le même bloc de code que tout à l'heure. Et ça, c'est notamment la manière que moi je trouve qui est la mieux, mais ça, c'est mon avis personnel, et c'est pas le seul. Si maintenant, je vous montre ça. Yes, Ansible, exactement. On trouve un peu la même syntaxe. Ansible permet de faire aussi de l'infrastructure as code et faire exactement la même chose. Vous verrez qu'en fait, au fur et à mesure de ces différentes implémentations d'infra as code, j'ai simplement fait la même chose avec différentes manières. Donc là, pareil, on crée notre bucket, toujours en Europe, en Belgique, sur Google Cloud, régional, et on active le versionning. Ansible, ça, c'est un peu plus pointu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ouais? Non, vous ne savez pas? Ça, c'est du Deployment Manager de chez Google Cloud. Vous voyez, ça reste du YAML. On est assez proche de la manière de déclarer de l'Ansible. Ça permet justement de faire de l'infra as code au sein de Google Cloud. Les choses sont strictement les mêmes. Ok, avançons. Alors, ça, la même chose. Et ce coup-ci, comment c'est fait? C'est du Go, exactement. C'est du Go. On utilise le SDK Go pour créer notre bucket sur Google Cloud. On retrouve les mêmes choses. On reste, encore une fois, sur de l'infrastructure as code. C'est intéressant ici. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on lui déclare ici, contrairement aux autres, qu'on veut créer le bucket. Aux autres, on demandait, que ce soit Terraform ou Ansible, on disait « je veux que mon bucket existe ». Ici, on dit « je veux qu'il soit créé ». Vous verrez, c'est intéressant tout à l'heure parce qu'on va faire une petite distinction entre l'infra as code dite déclarative et l'infra as code dite impérative. On en reviendra un peu plus tard. Et ça, est-ce que ça parle à quelqu'un? Bash, ouais, exact. Exactement. Là, clairement, je vais juste appeler l'API REST
directement. En fait, ça, c'est le plus bas niveau possible. Techniquement, toutes les implémentations, que ce soit le SDK Go, les différents SDK, Ansible, Terraform, vont, d'une manière ou d'une autre, aller faire ces appels à l'API REST pour faire les actions. Parce que l'infra as code, tout est manipulable avec des API. Donc vous pouvez passer au plus bas niveau ou au plus haut niveau. Ok, donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a une distinction qui est intéressante, c'est le code impératif et le code déclaratif. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez et qui pourtant est fondamental quand on fait de l'infra as code, c'est de déterminer comment est-ce qu'on va le faire. D'abord, je vais vous parler du code impératif. Le code impératif, c'est comment, ça répond à la question comment est-ce que je vais faire mon infra as code? Comment faire les choses? Quel est le moyen de le faire? Pour cela, je vais vous montrer un petit exemple de code. On retrouve notre bucket, notre SDK Go, et on retrouve en haut une création de bucket avec Ansible. C'est important de comprendre ça, parce que ce même code, ce code impératif, en fait, c'est très similaire à un script bash, ou à n'importe quel script. En fait, on doit créer quelque chose. Ça a marché une fois. Si jamais on rejoue le même code, ça ne marchera pas, parce qu'il dira que ça existe encore. Donc on va tomber en erreur. C'est une manière de faire de l'infra as code. Mais ça peut être joué qu'une seule fois. Si on regarde dans le code Ansible, on voit qu'ici en haut, que le mode de création, c'est un mode create. Donc on utilise la classe Ansible GC Storage. Ça veut dire que faites attention à ce que vous allez utiliser, comment vous allez l'utiliser, parce que ça a des impacts de la manière dont vous allez ensuite pouvoir gérer vos déploiements et comment vous allez pouvoir les faire évoluer. Si on prend le même bloc de code en déclaratif, là, on va répondre à la question quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux au final? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Au final, intéresse assez peu. Ce que je veux, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Comment on peut faire pour avoir l'état souhaité? On reprend les mêmes blocs de code. Alors là, c'est écrit un peu plus petit, parce que forcément, c'est un peu plus complexe. On va pas juste demander de le créer, on va demander de faire différentes choses. Donc, si on regarde notre code Ansible, c'est facile. C'est une classe Ansible différente, où là, on lui demande son state. On demande, je veux que ce soit présent. Par contre, quand on crée notre code en SDK Go, on retrouve nos mêmes structures de create, sauf qu'en fait, on va faire un certain nombre de vérifications avant. Ces vérifications vont justement permettre de faire du code déclaratif. Donc on va avant les vérifier si le bucket existe. Si le bucket existe, dans ce cas-là, il skip et il nous affiche juste que le bucket. Par contre, s'il n'existe pas, dans ce cas-là, il va créer le bucket. Ça, c'est du code déclaratif, parce que ce même code, on peut le rejouer indéfiniment. Il ne tombera jamais en erreur. Il nous dira juste que le bucket existe, il continuera de sortir. Donc ça, c'est très important si on veut faire notamment des pipelines, si on veut faire des modes de déploiement un peu automatisés. Il est important que la première itération fonctionne, mais aussi que toutes les itérations suivantes fonctionnent également, sans quoi notre pipeline il va me servir une fois et pas plus, quoi. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et l'avantage d'outils comme Terraform permet justement d'avoir à gérer toute cette partie déclarative en automatique, parce que Terraform ne sait faire que du déclaratif. Comme vous pouvez le savoir, tu as d'autres langages comme Ansible, par exemple, qui savent faire du déclaratif et de l'impératif. Donc c'est un truc à prendre en compte quand vous allez créer vos infra as code. Je parle de Terraform et Ansible parce que c'est deux un peu leadership dans le domaine, mais ce n'est pas les seuls. C'est pas les seuls, on peut très bien faire ça avec du Puppet, avec du Salt, avec tous les langages un peu que vous souhaitez. Alors, si on continue, au niveau, comment ça peut m'aider l'infra as code? L'infra as code, ça va aider parce qu'on va notamment standardiser nos modes de déploiement, standardiser nos déclarations de ressources. Là, j'ai pris un exemple de la création d'un cluster Kubernetes. Cette création de cluster Kubernetes en Terraform, on va lui indiquer en Terraform qu'est-ce qu'on veut faire, donc le provider Kubernetes, on va demander de créer une ressource, en l'occurrence un namespace. Ce mode de déploiement en tant qu'infra as code, il est complètement abstrait de où est située notre infra base. Là, par exemple, ce type de déploiement Kubernetes, il est standard parce que je peux très bien l'utiliser sur du Google Cloud Container Engine, pardon, GKE. Je peux l'utiliser sur l'équivalent Amazon, EKS, l'équivalent Azure, AKS, ou même on-premise. Ce type de code peut très bien être utilisé parce qu'il est standardisé. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va permettre de créer des émulations, notamment au niveau de la communauté. On va pouvoir réutiliser des blocs de code qui existent déjà et plus facilement demander des assistances. L'infra as code va aussi nous permettre, si on utilise des outils un peu évolués comme Terraform, de vérifier ce qu'on va faire avant de le faire.
Dans la mesure où on veut avoir des déploiements de type déclaratif, comme Terraform, on va pouvoir vérifier notre plan d'exécution. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je vous ai montré. Dans notre plan d'exécution, on va pouvoir vérifier, en allant requêter les API Cloud ou IaaS, vérifier qu'est-ce qui est le cas actuellement et qu'est-ce que je vais appliquer. Donc, en l'occurrence, si je prends cet exemple Terraform, on voit que j'ai demandé une modification des zones DNS, donc suppression des zones DNS de test, création d'une zone DNS de prod. On a l'impression que c'est moi qui gère la devfestgdgnantes.com, mais c'est un exemple. Et je vais également demander à changer un compte de billing sur Google Cloud Platform. Donc ça, c'est le plan d'exécution, et du coup, on peut vérifier ce plan d'exécution avant de l'exécuter. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on est dans des environnements de prod ou même des pipelines, c'est qu'on va pouvoir vérifier ce qui va être fait avant de le faire. On n'est pas juste en train d'appliquer un script, et puis au petit bonheur la chance, on espère qu'il n'y aura pas de problème. Donc ça c'est un truc qui peut justement vous permettre d'être bien plus efficace dans vos déploiements et dans votre quotidien, que ce soit du dev, de l'ops, DevOps ou ce que vous voulez. Un élément sur lequel j'aimerais faire un focus, parce qu'on n'en parle pas assez, c'est les tests au sens large. Les tests, on voit souvent ça comme étant du domaine des développeurs, dans lequel on va faire des tests unitaires, des tests de non-régression, des tests end-to-end, n'importe quel test. Mais vu que maintenant on se met à faire de l'infra as code, que du coup notre infrastructure est décrite en tant que code, rien n'empêche d'y appliquer des tests également pour justement fiabiliser nos déploiements. Et ça, c'est important de le faire, parce que sinon, vous continuerez à utiliser vos briques d'infra as code comme étant autant de scripts que vous allez jouer vous manuellement en espérant que tout se passe bien. Donc, pourquoi ne pas essayer de l'automatiser? Et les tests, il y a des différentes cinématiques de tests, et on peut très bien appliquer ce qu'on va faire, ce qu'on fait actuellement en dev, pour l'appliquer justement sur notre infrastructure code. Donc, tous les protocoles de test, test unitaire, test end-to-end, test de non-régression, peuvent être appliqués. Et il y a aujourd'hui, en tant qu'ops, ceux qui sont ops dans la salle savent que souvent, quand on fait des déploiements, nous, manuellement, on a un truc qui s'appelle le cahier de recettes. Le cahier de recettes qui permet de vérifier justement qu'on a bien fait ce qu'il fallait. En tant qu'infra as code, on pourrait tenter de se dire j'ai pas besoin de faire de cahier de recettes, parce que finalement, j'ai décrit ce que je voulais dans mon infra as code, donc il va appliquer ce qui est fait. Oui et non. Disons qu'on va pas mal fiabiliser, parce que du coup, l'erreur humaine, l'erreur de recopie, l'erreur de typo au moment de l'application de déploiement, il va être évité. Je me souviens par exemple, par le passé, d'un ops à qui on filait un script de déploiement et qui n'avait pas confiance en script et qui allait le décortiquer pour jouer étape par étape. C'est dommage, d'ailleurs, c'est dommage jusqu'au jour où il a introduit une erreur dans le script. Donc en fait, on se rend compte que plus automatisé, moins on aura ce type de problème. Néanmoins, construire des tests qui vont aller vérifier que ce qui est appliqué correspond réellement à ce qu'on souhaite, c'est important, surtout si ensuite on veut faire des pipelines automatisés d'intégration continue, de livraison continue ou même de déploiement continu. Donc ça, les tests, ça devient obligatoire et on peut limiter, voire diminuer complètement le nombre d'ops qui vont gérer tout ça. Je me souviens plus exactement, il y a quelques semaines, on m'a parlé, je crois que c'est chez Netflix, je crois qu'ils ont qu'une dizaine, une quinzaine d'ops pour gérer tous leurs milliers de serveurs, dizaines de milliers de serveurs. Tout est automatisé et justement, avoir des tests permet de faire ce genre de choses assez sympathiques. Maintenant, vous allez me dire, ok, l'infra as code, c'est bien, mais comment est-ce que je vais tester ça? Parce qu'autant un code Java, un code Go, un code Python, on peut mettre des bouchons, on peut lui appliquer différentes stratégies de test, on peut le modulariser. Maintenant, comment est-ce que je peux faire ça avec de l'infra as code? Parce que finalement, c'est un bloc de code déclaratif. Tester du YAML Ansible, du YAML Manager ou même du Terraform, c'est assez compliqué au final. C'est pour ça qu'il y a des outils qui existent. Donc là, je vous en parlais de un, qui s'appelle Kitchen CI. C'est partie d'un petit tips que je vous donne. Kitchen CI permet justement de faire ce genre de choses. Donc Kitchen CI, c'est une solution qui a été développée par Chef, qui permet justement d'introduire la notion de test dans l'infra as code. Donc ça marche nativement avec Chef, mais pas uniquement. On va pouvoir faire ça sur du Docker, on peut faire ça sur du Terraform, on va faire ça sur du Linux classique. Et on va pouvoir lui dire, je veux qu'après le déploiement, tu ailles te connecter à l'instance pour vérifier, mettons qu'on a un file system qui est bien de 100 Go. Je veux aller vérifier qu'on a bien tant de RAM, etc. etc. Donc ça, Kitchen CI permet de le faire. On va décrire notre cahier de recettes qui avant était un peu manuel. On va le décrire en tant que composant d'infra as code. Donc l'infra as code ne sert pas uniquement à provisionner notre infrastructure, mais sert également à tester et à faire des intégrations un peu plus poussées.
Si ça vous intéresse Kitchen CI, je vous renverrai vers un article d'un collègue et ami, René. Vous pouvez scanner le QR code, ça vous renverra directement dessus. Si vous discutez avec lui sur Twitter, Rockflow, il est vachement sympa, il vous aidera pas mal dans le déploiement de cette chose-là. Il y a pas mal de tests, notamment avec Jenkins, le déploiement de Kitchen CI dans Jenkins pour faire du déploiement continu. Donc c'est assez intéressant. Maintenant, si vous voulez le voir tout seul, kitchen.ci permet également d'aller expérimenter par vous-même. Voilà pour les tests. Vous avez vu, on va vite. Maintenant, je vais vous parler un peu justement d'automatisation. Parce que maintenant qu'on a les tests, et qu'on a automatisé, que ce soit notre déploiement, que ce soit nos tests, on peut même carrément aller automatiser l'automatisation. Donc là, on va toucher justement à nos fameuses questions de pipeline, les pipelines de CI, les pipelines de CD. Et maintenant, je vais m'adresser aux devs, notamment dans la salle. Est-ce que vous pouvez me dire d'où ça vient, ce type de pipeline? Jenkins? Ouais, c'est ça, Jenkins. Ou Jenkins pour les intimes. On retrouve justement jusqu'à peu près la moitié des étapes classiques dans un pipeline de dev, dans un pipeline d'intégration continue, pipeline de build. Donc on va retrouver nos fameux lecture du code, réalisation des builds, faire des tests avec l'analyse de code, avec du sonar ou genre de solutions un peu sympa. Les fameux tests de non-régression et les tests unitaires, le déploiement des artefacts, et enfin, le déploiement en intégration continue. Déploiement en intégration continue, et généralement, ce qui se passe dans un pipeline classique, c'est qu'on va s'arrêter là. On peut aller encore un peu plus loin, dans la mesure où aujourd'hui, on va pouvoir tester justement notre infrastructure et faire l'infrastructure as code pour le déploiement. Donc on va pouvoir faire des tests de type end-to-end, de type de test load, qui vont permettre justement de s'assurer que notre application elle est apte à être déployée parce qu'elle correspond justement à notre cahier de recettes, elle peut tenir la charge. J'ai volontairement pas mis tous les tests qui étaient possibles imaginables parce qu'en vérité, pour déployer en prod, là c'est un peu cavalier, honnêtement, moi je le ferai pas. Hein. On fait que 2 tests, test de load et test end-to-end, ça suffit. Non, en vérité, quand on veut déployer en prod de manière automatique, on va aller un peu plus loin, ou au moins mettre une étape de validation manuelle, si on veut s'assurer que tout est bien en place. Ça c'est intéressant. Et comment est-ce qu'on peut faire maintenant ça? Parce que là, on a parlé de Jenkins, il y a différents outils qui permettent de le faire, permettent de réaliser justement notre pipeline de déploiement continu, ou tout du moins d'intégration continue. On a Jenkins, comme je vous parlais. Jenkins, un peu le couteau suisse, hein, qui sait tout faire, la référence un peu en matière d'open source, d'intégration continue, ou même de pipeline. Notamment avec, là en l'occurrence, la capture, c'est une capture de Blue Ocean, qui a justement retravaillé un peu toute la partie de Jenkins, qui était des fois un peu difficile à appréhender. Maintenant, ça marche vraiment très bien, c'est très facile à déployer ce genre de pipeline. Circle, en mode SaaS. Alors, c'est un panel de solutions que je vous propose. Ce n'est pas les seuls. Il y en a évidemment des dizaines et des dizaines. Ça, c'est ma petite sélection personnelle. Circle CI, aujourd'hui, je vais parler de Travis, qui est en mode SaaS et qui sert justement à faire tous les pipelines et les builds. Cloud Build. Cloud Build, Google a entièrement cet été rénové l'ancien système de build qu'on appelait Google Container Builder. Ils ont tout rénové pour en faire un Cloud Build un peu générique, excusez-moi. C'est vraiment très très efficace, ça marche très bien, c'est intégré nativement à l'écosystème Google. Donc si vous avez testé avant Container Builder, vous étiez un peu rebuté, n'hésitez pas à revenir dessus parce que vraiment, il y a eu beaucoup de changements et c'est vraiment très efficace. Alors évidemment, si vous avez besoin de choses très évoluées et très pointues, ce sera pas encore au niveau d'un Circle ou d'un Jenkins, mais néanmoins, on peut faire déjà énormément de choses avec et c'est entièrement managé, donc c'est vraiment sympathique. Je vous parlerai également de GitLab. Tout le monde connaît GitLab en tant que gestionnaire de source. Il y a GitLab CI que beaucoup de gens connaissent également, qui permettent justement de faire cette partie CI, cette partie build et cette partie pipeline. Depuis quelques temps, ils ont sorti un nouveau produit qui est entièrement intégré, qui s'appelle AutoDevOps, qui permet justement de prendre un code et de faire toutes les étapes de déploiement et toutes les étapes nécessaires à faire du déploiement continu. Donc on va retrouver la partie build, on va retrouver la partie test, on va retrouver la partie test de sécurité notamment, ça c'est très intéressant. Également la partie déploiement qui va se faire sur un Kubernetes. D'ailleurs, si vous voulez tester, GitLab fournit un peu de crédit sur Google Platform pour permettre justement de tester cette partie AutoDevOps. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour ceux qui se tiennent au courant, depuis quelques temps,
enfin quelques temps, enfin cette semaine je crois de mémoire, il y a un nouveau truc qui est sorti qui s'appelle GitHub Actions. Et ça c'est vraiment sympa, donc pour l'instant c'est encore une bêta fermée. Mais je pense que c'est un produit à regarder, notamment tous ceux qui ont tout leur code sur GitHub. Bah, ça permet justement d'utiliser les pipelines, d'utiliser l'intégration continue ou même d'utiliser le build via GitHub sans avoir à s'appuyer sur un outil externe. Et ce qui est bien, c'est que GitHub met en avant le fait qu'avec ça, on peut faire de l'infra as code, on peut faire du déploiement continu. D'ailleurs, dans leur page, si vous voulez voir GitHub Action, ils mettent carrément, bah voilà, donc là, étape 1, build, étape 2, Terraform Apply. Donc ça veut bien dire qu'on peut justement intégrer nos déploiements d'infra as code de GitHub vers GitHub Action et déployer un peu où on veut. Donc la bêta est fermée, j'ai pas encore accès, j'en ai bien bientôt, mais je vous conseille d'aller garder un œil dessus, notamment sur GitHub, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil. Si on continue en termes de pipeline simple, donc là, ceux qui sont aficionados des pipelines, ils vont hurler parce que c'est vraiment très simple. Néanmoins, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire et en quoi est-ce que l'infra as code s'applique également à nos environnements d'intégration continue, ou même à nos pipelines d'intégration continue. On a vu le déploiement, on a vu les tests, et maintenant l'infra as code concerne également la partie pipeline, la partie intégration, déploiement, delivery continue. Si vous regardez un peu, là c'est assez simple. Ça c'est à gauche un pipeline Jenkins dans lequel on va lui mettre 3 étapes simples. Une étape de construction d'infrastructure. Donc on retrouve Terraform Apply qui va on lui met un auto-approve pour avoir une étape manuelle au milieu. La partie test, on va faire tester si tout est correct. Alors j'ai un peu triché, j'ai utilisé un make test. Makefile fait tout un peu. Il est caché derrière. Et enfin une dernière étape, une installation Helm. Donc en lisant ça, on peut supposer un peu que Terraform va aller déployer un cluster Kubernetes avec Helm qui va bien, les tests vont s'assurer qu'il est mis en place, et on déploie notre applicatif merveilleuse, MyApp, à l'aide de Helm. Helm qui est le package manager de Kubernetes. Enfin, pas le package, mais un qui est très en vogue. À droite, vous allez trouver, à droite c'est ça, le même pipeline, mais en mode Google Cloud Build, comme je vous parlais tout à l'heure. On retrouve un peu les étapes un peu similaires. Ce qui est intéressant de noter dans Cloud Build, c'est qu'en fait, tout s'appuie sur des conteneurs. Donc chaque étape va s'exécuter au sein d'un conteneur. Donc vous pouvez très bien appeler vos propres conteneurs à l'intérieur, de manière à utiliser vos propres images pour chaque étape. Donc là, en l'occurrence, on va avoir 3 étapes. Une image Terraform, qui va faire la même chose, apply auto-approve. Une busybox qui va faire un make test. Et enfin, pour terminer, le déploiement Helm. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Donc vous voyez, on peut passer un environnement par pas mal de choses, mais derrière, ce que va faire Cloud Build, ça reste bien pour des besoins qui ne sont pas encore trop évolués parce qu'il manquera certaines intégrations. Néanmoins, je suis certain que ça va arriver dans les mois qui viennent. Ok, si on continue, on a vu la partie CI, la partie CD, donc l'intégration continue. Et moi, j'aimerais démystifier un peu un truc parce qu'on va souvent mélanger. J'en parlais avec un collègue au moment où je préparais ce talk. On se rend compte qu'il y a souvent des confusions un peu derrière les termes qui sont derrière la CI, la CD. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, le but, c'est pas d'en faire une définition exhaustive, c'est de limiter un peu ce qu'il y a derrière pour éviter les confusions. Moi, je dirais que l'intégration continue, c'est ce qui permet de faire des merges de notre code fréquent, donc intégrer le code réalisé par les devs quasi en temps réel ou au moins très fréquemment. On va tester notre code pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression, qu'il n'y a pas de problème au niveau de notre code. Et on va également lui appliquer des critères, notamment au niveau de code quality, au niveau compliance, au niveau security, pour s'assurer que tout est correct. Le continuous delivery, et je parle bien de delivery et non pas de continuous deployment, c'est une étape où on va packager notre applicatif, packager notre code, et le rendre disponible pour la prod. Mais on ne va pas le déployer en prod pour autant. Parce que déployer en prod nécessite de faire un peu plus de choses. Comme je vous disais, il y a des étapes additionnelles, et c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler au-delà du CI/CD, je vais vous parler de 2 autres CD en plus. Donc moi, je dirais CD, CI, CD, CD. C'est beaucoup. Et on parlait notamment de continuous development, parce que ça, c'est important, et de continuous deployment. Donc continuous development, pour tous ceux qui ont déjà fait du dev, notamment sur des microservices, vous savez que ça peut être extrêmement douloureux de faire du dev sur des microservices et d'avoir l'ensemble des microservices qui montent pour tester que tout va interagir correctement de la même manière. Ça peut être assez douloureux. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser des techniques de continuous development où nos développements vont se faire en temps réel, évidemment.
Mais notre code va être construit et déployé sur un environnement de dev en temps réel. Et pour ça, il y a des outils qui permettent de le faire. Notamment, je vous parlais de Scaffold ou Draft. Scaffold, si vous réussissez à choper dans le DevFest Nantes David Gageot de Google, c'est notamment lui qui est un des core contributeurs, donc vous pouvez lui poser pas mal de questions. Et c'est un outil qui permet justement de se connecter à un cluster cube et de faire notre dev et de regarder les modifications qui sont faites en live sur le code pour aller le construire tout de suite et le déployer, et le pusher et le déployer sur un cluster cube, qui soit local ou distant. Donc ça c'est vraiment intéressant quand on est microservice, parce que du coup tout va fonctionner ensemble déjà nativement. Draft, c'est un peu le pendant de Scaffold et qui est développé par les équipes de Azure, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait à peu près la même chose. Il s'appuie sur Helm principalement. Ça, c'est intéressant que vous soyez dev ou que vous soyez ops. Dev, pour vous, pour votre quotidien, ops, parce que ça permet de mettre en place des nouveaux outils qui peuvent être vraiment appréciés par les devs. N'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment un peu le must-have quand on fait du microservice, ou même pas que, en fait, il faut faire pas mal de choses. Pour terminer sur la partie continuous deployment, j'ai envie de dire que c'est l'étape finale. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes de continuous development, continuous intégration, continuous delivery, qu'on a notre package qui est prêt, si on veut faire du déploiement continu, donc quand un dev fait un bout de code qui va l'envoyer dans le pipeline et qui va arriver en prod tout de suite, il faut cette étape de continuous deployment qui va faire en vérité surtout beaucoup de tests. Parce qu'il faut s'assurer que vu que tout est automatisé et qu'il n'y a plus d'étapes manuelles, c'est la finalité du continuous development, qu'il n'y a pas d'étapes manuelles, il faut que toutes nos étapes d'infra code définies précédemment, que ce soit notre code de déploiement, que ce soit nos tests, ou que ce soit nos pipelines, soient bien rodés pour qu'on puisse avoir enfin des tests qui vont être, eux, de très haut niveau, j'ai envie de dire très proche de l'utilisateur, pour s'assurer qu'on ne va pas introduire de problèmes dans notre application. Ou alors, si on introduit, qu'il y ait des mécanismes de rollback qui existent et qui soient directement intégrés pour justement éviter les problèmes. L'idée justement du continuous deployment, c'est d'avoir un minimum, voire pas du tout d'opérations en prod. Une fois que c'est en place, ça fonctionne, ça tourne, et les devs sont en autonomie pour pousser leur code et mettre à jour des versions en temps réel. Et voilà. Comme je disais, il n'y a pas de validation humaine dans le continuous deployment, mais c'est quelque chose qui est un peu le Graal. Mais avant de l'atteindre, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit focus, parce que souvent quand on parle CI/CD, il y a beaucoup de mélange entre continuous delivery et continuous deployment, mais ce n'est pas tout à fait la même chose et il faut l'avoir en tête. Ok, maintenant comment est-ce qu'on peut innover innover un peu avec l'infra as code, parce qu'on a tout en place. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Moi, j'ai envie de proposer un catalogue de services à base d'infra as code. Catalogue de services. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Catalogue de services, ça recouvre pas mal de choses, et aujourd'hui, on voit beaucoup de fournisseurs de cloud ou même d'éditeurs proposer des catalogues de services pour de l'infra. Moi, j'ai envie de vous donner mon ressenti personnel. J'en ai testé plusieurs, et il y en a certains qui sont assez douloureux par l'expérience, et il faut faire attention à ça. Si vous commencez à faire des catalogues de services, je vous dirais surtout éviter impérativement les solutions prépackagées, les modèles one-click, ça se déploie tout seul, les modèles où il y a une abstraction de l'infrastructure. Le modèle où vous avez une belle interface, où vous dites je veux déployer en un clic toute mon infrastructure ou une architecture complète de A à Z, elle est peut-être très facile à déployer, très facile à utiliser, mais ça pose pas mal de problèmes, parce que du coup, c'est-à-dire que ces solutions packagées, il faut quand même les maintenir. Vous avez des environnements à gérer et à déployer. Ça pose aussi un problème, parce que du coup, ça fait une abstraction complète de votre infrastructure et en général de vos déploiements. Donc du coup, qui va gérer cette abstraction? Et du coup, les gens qui vont l'utiliser n'ont aucune connaissance de ce qui se passe en sous-jacent, ou alors assez limitée. Je me rappelle, il y a quelque temps, j'étais auprès d'un client qui me disait que les devs ne savaient pas ce qu'ils faisaient, et que donc il fallait qu'ils fassent clic-bouton et pousser leur code, ça leur suffisait bien. Ça m'embête un peu, ce genre de démarche, parce que ça rend pas honneur à la réalité des gens. Les gens ne sont pas bêtes. Ils peuvent très bien comprendre que voir l'infrastructure et voir ce qui est fait réellement, c'est pas un problème. Ça permet de diagnostiquer ce qui se passe. Ça permet de comprendre ce qui est sous-jacent. Et il n'y a pas de raison qu'on fasse d'abstraction. Donc du coup, moi j'ai envie de vous dire, méfiez-vous de services. Désolé, je vais tirer ça, je vais tirer sur Amazon, mais typiquement leur solution de catalogue, service catalogue, pour moi c'est typiquement ça. On va packager et tout cacher, et en plus on peut limiter avec des permissions pour que personne n'ait accès. Ça m'embête un peu, ce genre de solution. Vous pouvez l'utiliser. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais, ça marche très bien. Mais c'est dommage de casser l'innovation, de casser la mouvance
d'infrascode, d'empêcher les gens de voir ce qui se passe et de limiter ça. Donc pour moi, c'est un anti-pattern DevOps parce que du coup, on remet les gens dans des cases Ops et Dev. Donc je peux vous inciter à vous éloigner de ce genre de modèle. À l'inverse, je vous dirais oui à des solutions de catalogue de services où on a une modularisation. Donc par exemple, on va faire un package dans lequel on va dire je n'ai pas envie que les gens qui vont déployer sur mon infrastructure aient à chaque fois à recréer un réseau partagé, des sous-réseaux, des groupes de sécurité, des routes, etc. Ça, c'est trop compliqué, c'est pas forcément une valeur ajoutée. C'est ça en fait l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ça. Donc ça, je vais l'emballer. Ça ne veut pas dire que je vais le masquer, c'est que je vais l'emballer de manière à ce que ça puisse appeler facilement. Donc typiquement, Terraform, ce sera un module. Vous allez créer un module qui va agréger toutes les ressources. Donc au lieu d'en déclarer 5 ou 6, il va en déclarer une seule. Et ça marche plutôt pas mal. Vous avez des modules qui sont open source au niveau de Terraform. Vous pouvez en créer vous-même. On regardera juste après. Je vous dirais également que Catalogue Service permet de faire ce qu'on appelle des couches IAC référençables. Donc comme un développeur va utiliser des librairies partagées, va utiliser des composants qui peuvent être appelés et variabilisés, avec des couches IAC référençables, on va permettre d'avoir des gens qui vont déployer des couches basses, mettons, de l'infrastructure. Je reprends notre exemple de réseau partagé, de security group ou de sous-réseau. Ça peut être, mettons, déployé par des ops ou des super ops qui vont faire toute la plomberie de notre infrastructure et qui vont exposer ça sous forme de data source, sous forme d'API, aux gens qui vont aller se connecter dessus. Donc par exemple, le dev n'a pas besoin d'avoir mettons, le nom du sous-réseau exact, ou le run JP qui est dedans, ou le nom du security group. Il va aller référencer une variable exposée par un autre module précédemment appelé. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, c'est une variable, et finalement, même si ça bouge, ça s'évolue simultanément. Et enfin, le catalogue de service, on va s'en servir pour un truc qui est vachement bien, c'est la open source, que ce soit public ou privé. Ça permet d'avoir des gens qui vont contribuer, peu importe leur domaine d'activité, contribuer justement à la création de ces modules, contribuer au partage de code. Tout comme quand on fait du dev, on va aller créer des librairies, et on va les partager, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui utilisent. On peut faire pareil pour de l'infra as code et créer des composants qui sont réutilisables et qui sont modularisables. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne partage pas ça entre nous et que chacun devrait inventer la roue. On va faire un open source, que ce soit public ou privé. Public sur des GitHub, GitLab, Bitbucket, tout ce que vous voulez. Privé sur un repo de code source interne limité à la DSI ou la DT de votre organisation. Ok. Justement, parlons maintenant, montrons un petit peu de code de ce catalogue de services. Je vais vous montrer un peu, notamment un module public de Terraform. En l'occurrence, le module qui permet de créer un load balancer HTTP dans la sphère Google. En vérité, il y a 2-3 paramètres à rajouter en plus, je les ai un peu cachés pour garder la simplicité, mais ce module, c'est exposé sur ce qu'on appelle le Terraform Registry. C'est un registre public qui permet justement de faire ce genre de module et abstraction. Donc, si vous créez un load balancer HTTP sur Google, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de ressources à créer. Il faut créer le load balancer, il faut créer les règles de forwarding, il faut créer les back-ends, il faut créer les front-ends, il y a beaucoup de choses à créer. Tout ça, on peut le faire, mais pourquoi s'embêter si on veut créer un truc un peu uniforme? Donc, ce genre de module permet justement d'appeler une seule ressource au sein de Terraform pour créer cet environnement. On peut également créer nous-mêmes nos modules. Donc là, en l'occurrence, c'est un module Kubernetes. N'allez pas voir, hein, sur le GitHub, il n'existe pas. C'est un exemple. Mais on peut très bien créer nous-mêmes nos propres modules Terraform et justement les exposer sous forme Git ou forme objet ou forme zip ou même local pour permettre justement de l'appeler et de le référencer. Donc en l'occurrence, là, typiquement, ce que j'aurais, c'est du code Terraform qui est situé sur mon GitHub dans le repo tf module kbtest avec une version 0.1.0. Ça, c'est l'open source et c'est vachement bien parce que du coup, on peut avoir des issues, on peut avoir des pull requests, on peut avoir pas mal de choses qui évoluent dessus, mettre des tests aussi sur nos composants. Ça permet de déporter les tests, non pas sur son infrastructure, mais sur des modules plus petits. Comme ça, on peut s'assurer comment on ferait des tests unitaires. On va faire nos tests unitaires sur des modules de l'infrastructure. Donc ça peut être typiquement une bonne pratique à adopter. Et du coup, ça nous évite d'avoir tout notre projet qui remonte tous les tests. Là, on va limiter la modularisation. Pour innover, je vous parlais tout à l'heure de références IAC. Les références IAC, typiquement, là, c'est un bout de code Terraform qui permet justement d'aller appeler une data source, c'est-à-dire un précédent implément Terraform qui a été positionné dans un bucket, et d'aller le référencer pour aller récupérer ses variables. Donc là, par exemple, là, ce bout de code que je mets moi dans mon projet applicatif, il va aller interroger
En fonction si c'est un workspace de prod ou de dev, vous voyez, on retrouve tout à l'heure les environnements reproductibles, donc là on peut variabiliser assez facilement. Il va aller récupérer tout ce qui est l'infra base. C'est pour ça que j'ai mis un préfixe infra 00 base. Donc du coup, toute la définition des sous-réseaux, définition des security, définition des gateways de sortie, des proxys par exemple, tout ça va être mis dedans. Il n'y a pas besoin que les applicatifs aillent deviner ou aillent demander à une équipe d'Ops, donne-moi l'adresse du DNS, donne-moi les informations qui sont associées. Tout ça, on peut carrément l'exposer en tant que variable et la faire référencer au moment de déploiement. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est des outils pour innover, pour explorer l'infrastructure. Parce que maintenant qu'on a de l'infra as code, il est un peu dommage de se dire je vais gérer notamment ma CMDB à côté, ou je vais aller gérer des documents qui vont référencer toutes mes machines, tous mes déploiements. On peut très bien utiliser justement ce qui était créé par nos infra as code, par nos API, pour aller explorer. Donc, on reste encore dans l'environnement Terraform, parce que moi j'aime bien Terraform, vous avez pu le deviner. On a des outils, en l'occurrence, je vous en donne des exemples. Par exemple, Terraboard. Terraboard permet d'aller se connecter, en l'occurrence, à un bucket S3. Ça marche que pour Amazon pour l'instant, mais ce genre d'outil devrait être un peu popularisé. Je n'ai pas le temps de le faire pour l'instant, mais ça permet justement d'aller explorer les différents states et les différents déploiements en infra as code pour aller voir un peu ce qui est déployé, en termes de ressources déployées, en termes de versions Terraform utilisées, en termes de variables exposées. Tout ça permet d'explorer assez facilement pour ne pas avoir à référencer par nous-mêmes. Donc ça, c'est intéressant, c'est un dashboard web. Ce que j'ai envie de vous montrer également, c'est un autre outil. Cet outil, c'est pour visualiser les dépendances. Parce que souvent, quand on fait des déploiements, on a un peu de mal à savoir quel composant va dépendre duquel. Et des fois, on a des aspects un peu cycliques. Si on veut faire ça, Terraform nous résout automatiquement cet aspect-là. Donc ça, c'est cool, parce que les variables qui vont être appelées vont nous créer un arbre de dépendance, un graphe de dépendance, un peu à la mode de Bazel. Je ne sais pas si vous connaissez Bazel au niveau du build. Ça permet de faire justement un arbre de dépendance pour ne pas avoir rebuildé que ce qu'il y a en dessous. Terraform fait pareil. Si on modifie une ressource qui est en bas de l'arbre, il ne va pas aller tout remodifier de bout en bout, comme on voyait tout à l'heure. Mais néanmoins, pour ça, il faut visualiser les dépendances correctement. Et il y a des outils qui permettent de le faire. Par exemple, là, je vais parler de Blast Radius. Blast Radius permet de faire ça. C'est un outil web qui va se plugger sur du code Terraform et qui va aller explorer l'arbre de dépendance pour s'assurer que, pour vous permettre à vous de vérifier quelles sont les dépendances et comment est-ce que tout va s'articuler ensemble. Donc en l'occurrence, là, on est sur... alors on va voir le route module, on va voir les providers, les variables, les différentes ressources de data source. Et sachez que dans Terraform, si vous ne connaissez pas, si vous modifiez une ressource qui est haut dans l'arbre, ça déclenche la recréation de toutes les ressources qui sont en bas. Donc ce serait dommage de créer une dépendance qui n'est pas nécessaire, pour une raison X ou Y, si on peut éviter de revoir tout recréer. Donc en faisant ça, on peut explorer. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, j'ai envie de parler un peu d'un ressenti que j'ai eu il y a quelque temps. Quand je suis allé faire du DevOps. Alors, j'aime pas dire faire du DevOps, mais c'est un mot un peu valide, on met beaucoup de choses dedans. Et je me rappelle qu'on m'a posé une réponse qui m'a un peu étonné. Quand j'ai proposé de passer sur des environnements DevOps, passer sur des pratiques DevOps, parce que comme vous avez pu le voir, Infrascode touche au DevOps et touche en règle générale à un peu tout ce qui est pipeline, CI, CD, tout ce qu'on a vu pendant tout ce talk. On m'a opposé une phrase qui dit « Nous, on fait du DevOps, mais on l'a adapté ». Je fais, ouais, mais en fait, ça dépend comment vous l'avez adapté, mais souvent, ça peut poser quelques problèmes et vous pouvez aller à contre-courant. Je vous ai mis un petit lien qui permet d'exposer toutes les topologies DevOps. Donc ça, c'est si vous faites du DevOps, si vous voulez en faire, si vous avez échoué ou si vous avez réussi, allez jeter un œil dessus parce que ça recense toutes les méthodes, toutes les topologies un peu différentes pour faire du DevOps et comment faire. En l'occurrence, moi, dans mon exemple, on avait une équipe Dev, une équipe Ops, et au milieu de tout ça, une équipe DevOps qui faisait des choses DevOps, mais on ne touchait pas aux gens, et on ne touchait pas à ce qu'à côté. Donc ça, c'était dommage, parce que c'est typiquement un anti-pattern. Donc allez voir, c'est assez intéressant d'aller voir ce site web. Je vous mettrai ça à disposition un peu plus tard, donc ne vous inquiétez pas si vous le loupez. Et enfin, je vais terminer, parce que pas me présenter, parce qu'au début, on ne se connaît pas, donc maintenant vous me connaissez, je peux vous dire un peu qui je suis et qui vous avez écouté pendant 50 minutes. Donc moi, c'est Bastien Cadio. Je suis GDE Cloud et je pense que vous l'avez compris, hein, GDE Cloud, c'est DevOps, c'est tout ça, c'est mon domaine. Si vous voulez papoter, Twitter, @bcadio. Si vous voulez voir du code, que de temps en temps j'en fais un petit peu, notamment sur mon GitHub. Notamment, si vous intéresse, vous avez des exemples de déploiement Terraform, multi-cloud, Amazon, Google, tout ça automatisé ensemble et ça monte bien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil.
Moi, je suis Wiskel, je suis cloud designer chez Wiskel, donc en design des clouds, terme marketing. Vous avez le site de Wiskel. Si vous voulez voir des articles sympas, ce qu'on peut faire un peu dans le monde du cloud, du DevOps, de l'agilité, blog.wiskel.fr. Il y a plein de trucs sympas. Je vous ai montré un tout à l'heure avec l'article de René, mais il y en a plein comme ça, donc c'est intéressant. Enfin, ceux qui seront sur Paris au mois de novembre, on commence à organiser ce qu'on appelle des WeSpeak Cloud. C'est nos ateliers un peu sur différents techno-clouds, les différents technos DevOps, agilité, etc. Et qui vont justement permettre de vous accompagner, vous aider. On va faire des code labs, on va faire pas mal de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.